Quand je dis non, ça veut clairement dire non. Tu es la présidente de l'association Femmes sourdes, citoyennes et solidaires. #MeToo, ça veut dire quoi? MeToo, c'est de l'anglais. En français, ça veut dire « moi aussi ». D'accord. Par ce biais, des femmes parlent de ce qu'elles ont vécu par le passé, de ce qui leur est arrivé. Harcèlement, agression sexuelle, viol, tout ça. Oui, voilà. Et toi, tu connais ce hashtag? Oui, moi je suis entendante et j'ai quelques notions d'anglais. Ce qui me semble important, c'est cette parole qui est partagée par des femmes qui disent « moi aussi j'ai vécu ça, moi aussi ». Pendant longtemps, elles se sont tues, elles n'arrivaient pas à en parler, ou elles ne voulaient pas en parler au grand jour. Et là, elles ont la possibilité de libérer cette parole et d'être reconnues en tant que victimes. Alors MeToo, pour les entendants, c'est peut-être facile de libérer sa parole comme ça. Mais pour les sourds, comme on est un tout petit monde, on est tout de suite identifié. Donc ce n'est pas évident d'oser parler. À mon avis. Alors justement, les sourdes. Il y en a eu, Ah, il y a des sourdes qui ont utilisé #MeToo Oui. pour s'exprimer. Il y en a eu. mais peu. Il y en a eu, mais peu. Tu les as vus? Oui, oui. Tu les as vus sur Facebook, Twitter? Sur Facebook, oui. Pas sur Twitter. Et du coup, votre association, elle a proposé quoi à ces femmes? Elles ne sont pas venues ici. Elles ne nous ont pas contactées à la FSCS. Le mouvement #MeToo a eu très peu d'impact au sein de la communauté sourde. Pourtant, les situations de harcèlement ou d'agression sexuelle concernent tout autant les sourds que les entendants. Je pars à la rencontre de certains d'entre eux pour recueillir leur histoire. Contente de te rencontrer et que tu viennes témoigner. Tu as été victime de harcèlement au travail, c'est bien ça? Oui, Qu'est-ce qui s'est passé? c'était un collègue. Oui, je le voyais comme un simple collègue. Au bout d'un mois, il a commencé à me harceler moralement. Je lui ai dit d'arrêter. J'essayais de l'éviter au maximum, et puis j'ai pensé qu'il allait s'arrêter de lui-même. Mais petit à petit, ce harcèlement s'est aggravé. C'est-à-dire que quand il passait à côté de moi, au travail, il me touchait. Je lui disais « Non, arrête !» Et puis au fil des mois, ça a continué. Qu'est-ce qu'il cherchait? Ce qu'il cherchait? Je sais pas vraiment. Mais en tout cas, un jour, en mars, il m'a envoyé une photo de sa bite. J'étais tellement choquée. Et en plus, après ça, il m'envoyait des messages où il me demandait « Alors, elle est bien ma bite, hein ?» J'étais trop choquée, je n'ai pas répondu. Et au travail, il venait vers moi, il me disait « S'il te plaît, réponds-moi !» Il rigolait. J'étais secouée, paumée. Et j'effaçais ces messages au fur et à mesure. Je ne voulais pas que ma famille ou mon mari les voient. C'était trop choquant. D'accord. Mais du coup, au travail, tu n'es pas allé voir ton patron pour en parler? Au départ, je me suis demandé comment je pourrais lui en parler. Je suis dans une société où il n'y a que des entendants. Je me sens déjà un peu à l'écart. Je me sens pas vraiment acceptée. Alors comment lui expliquer? J'avais peur qu'il ne me croie pas. J'ai gardé tout ça pour moi pendant 2 ans, parce que je croyais que je pourrais m'en sortir toute seule. Mais je me suis trompée. En fait, je n'allais pas bien. Je déprimais. Je pleurais. J'avais des angoisses. Et puis mes parents, mon mari, mon frère ont vu que ça n'allait pas. C'est à ce moment-là qu'ils m'ont aidée. Mon mari m'a dit « S'il te plaît, porte plainte, on sera mieux, on sera tranquille après. » La police a mené son enquête. Ils ont pris mon portable, son portable. J'étais d'accord, je trouvais ça normal et ils faisaient leur travail. Et une chose que je n'ai pas su sur le moment, c'est que la police est allée perquisitionner chez lui. Par surprise. Ils ont pris son ordinateur portable et son mobile. Ils ont tout pris. C'est comme ça qu'ils ont trouvé des preuves. Ils se sont aussi rendus sur mon lieu de travail pour interroger mes collègues. Et ils ont recueilli 6 témoignages. La justice l'a condamné. Reconnu coupable de harcèlement moral et harcèlement sexuel, les deux. Les deux. Il a été puni. Même s'il a toujours nié,
Il a été condamné à 10 mois de prison avec sursis. Et également à des dommages et intérêts pour compenser mes nombreux arrêts de travail. Voilà ce qu'il a eu. Mais j'étais contente que la justice fasse son travail, qu'il y ait eu une enquête, qu'ils aient trouvé des preuves, parce que moi j'avais tout effacé. Donc j'étais vraiment contente. Et qu'ils le fassent pour une sourde, vraiment, qu'ils interviennent, j'étais contente. Ravie de vous rencontrer. La loi concernant le harcèlement sexuel, qu'est-ce qu'elle dit ? La loi définit le harcèlement sexuel comme le fait de harceler autrui en ayant l'objectif d'obtenir des faveurs sexuelles. Ça va être souvent des mécanismes de manipulation, des choses extrêmement subtiles, insidieuses, et qui vont s'installer petit à petit. Et pour la personne en face, c'est très compliqué. Au début, même, ça peut être assez convivial. On va la féliciter, on va l'enjôler, et finalement, on va la mettre sous emprise. Et c'est toute la difficulté des cas de harcèlement qui fait que il faut vraiment qu'il y ait un tableau extrêmement dramatique pour que la personne réalise, ou que des gens autour de cette personne lui disent « mais tu ne peux plus laisser faire ce genre de choses ». Et même parfois, les gens finissent en arrêt de travail ou autre dans le monde du travail, par exemple. Harcèlement sexuel, violence sexuelle, viol sont souvent très difficiles à prouver. C'est pour ça que les victimes hésitent à porter plainte. En France, seulement 10% des personnes ayant subi un viol déposent une plainte. Et seuls 3% de ces plaintes débouchent sur un procès en cour d'assises. C'est tout. La femme qui va témoigner sait à quel point ce parcours est compliqué. Merci d'être venue et d'accepter de parler de ce qui t'est arrivé. Tu as été victime d'une agression sexuelle, c'est ça ? C'était il y a 2 ans. On faisait la fête pour une dépendaison de crémaillère, une fête d'ados. Tout le monde buvait beaucoup. Il y avait ce garçon que je connaissais bien puisqu'on était à l'école ensemble. Un sourd. Depuis longtemps, il me tournait autour. C'était une sorte de jeu. Mais j'avais toujours refusé ses avances. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans le même lit que lui. J'avais une telle gueule de bois que je ne pouvais pas penser correctement. Mon corps était meurtri, courbaturé, comme si j'étais couverte de bleu. J'étais encore habillée, mais je n'avais plus de culotte. Et après ? Tu avais tout oublié ? Le trou noir, c'est ça ? Je ne me souvenais pas vraiment de ce qui s'était passé, mais j'avais l'impression d'avoir été utilisée. C'était dans ton corps que tu ressentais ça ? Oui, je l'ai réveillé pour le questionner. À un moment donné, il a posé sa main sur moi, et là, tout m'est revenu. Il m'avait violée. D'accord. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis allée me réfugier dans la salle de bain pour vomir et me doucher. Pour moi, tout ça était inimaginable. Quand je suis sortie de la salle de bain, il était parti. Les amis qui dormaient sur place m'ont dit direct en rigolant. « Alors, t'as bien baisé ?» J'étais blême, décomposée. J'en ai parlé aux filles qui avaient organisé la fête, mais personne ne m'a prise au sérieux. On m'a dit « c'est normal, t'étais bourré. Tout le monde peut faire une erreur, faut assumer. » Donc après, tu as décidé d'aller voir la police ? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui signait là-bas ? Comment ça s'est passé ? Je me sentais fautive. C'est seulement au bout de 6 mois, quand j'ai été convaincue d'avoir été victime d'un viol, que je suis allée à la police. Je voulais déposer une main courante
pour prévenir du danger, et aussi parce que je n'avais aucune preuve. Mais le policier m'a dit que dans ce genre de situation, il fallait porter plainte. Alors j'ai porté plainte, comme ça, toute seule. Puis le policier m'a expliqué que le dossier allait être transféré à la brigade criminelle de l'arrondissement de Paris où l'agression avait eu lieu. 6 mois plus tard, on m'a contacté pour me proposer un rendez-vous avec un interprète en langue des signes. Mais j'ai préféré un codeur langage parlé complété. Je connais le code et c'était pour moi une manière d'éviter les malentendus. Qu'on retienne les mots vraiment que je choisissais. Mais c'était une erreur. Je n'étais pas en état de dialoguer en public. Les questions étaient trop violentes pour moi. J'étais complètement cassée. Je me sentais attaquée. C'était un cauchemar. Et ça m'a poursuivie plusieurs nuits après. J'aurais vraiment dû prendre un interprète en langue des signes. Tu as déposé plainte au bout de 6 mois et il a fallu encore 6 mois pour que le dossier soit transféré. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Je sais juste que mon agresseur a été entendu par la police. Mais depuis, aucune nouvelle. Je pense que l'affaire est classée dans un tiroir. Il faudrait que je me manifeste à nouveau auprès de la brigade criminelle et que je prenne un avocat. Et maintenant, tu te sens comment? Tu ressens encore de la colère? Je suis allée voir un psy, un entendant qui maîtrise la langue des signes. Mais évoquer l'agression en signes, c'était quelque chose de trop intime pour moi. La langue des signes, c'est visuel. Et le fait d'exprimer ce que j'avais vécu de cette manière-là me donnait l'impression de revivre la scène. Je n'ai pas supporté. Cette agression a eu lieu il y a 2 ans. Et depuis, j'ai recommencé une nouvelle vie. Je me suis refait des amis. Je me rends à la Maison des femmes de Paris, où l'association Femmes sourdes citoyennes et solidaires tient une permanence juridique et sociale. Allons-y. Quand vous recevez une femme qui a été victime de violences sexuelles, vous lui proposez quoi? Vous l'accompagnez comment? D'abord, on l'écoute. On écoute ce qu'elle a à dire, ce qu'elle ressent, et puis on vérifie si elle est au courant des démarches qu'elle peut faire, si elle en a déjà fait ou pas. On l'informe qu'elle peut porter plainte, qu'elle peut déposer une main courante à la police. On lui explique comment faire ses démarches. On l'informe de ses droits. Une femme qui a porté plainte, si elle n'est pas sûre que sa déposition a été transcrite fidèlement, elle peut venir, on va la lire ensemble, la lui restituer en langue des signes pour s'assurer qu'elle est en adéquation avec sa déclaration. Ou si une femme a des rendez-vous avec son avocat mais qu'elle n'est pas sûre d'avoir tout saisi, elle peut venir, on va lui réexpliquer. Comme ça, elle sera à même de prendre des décisions, d'être d'accord ou pas. On s'assure qu'elle ait bien compris ce que lui propose son avocat. Le but est que tout soit clair pour ces femmes. Il y a aussi des femmes très angoissées, pour qui c'est extrêmement dur, qui ne savent pas comment remonter la pente. On leur parle de la possibilité de voir un psy, si ce n'est pas déjà fait, ou on parle de loisirs, qui leur permettraient de se reconstruire quand elles se sentent dévalorisées, vidées, perdues. Donc on travaille à cette reconstruction. On intervient sur 2 volets, l'information juridique et la reconstruction. Merci pour cet échange. Sur le sujet de la violence sexuelle, on s'aperçoit que les personnes victimes ont souvent eu un parcours de vie dans lequel il y a eu des fragilités antérieures. Ça peut être quelqu'un qui a été hospitalisé, qui a eu différents traumatismes. Si elle n'a pas traité ces fragilités, eh bien elles vont dégager quelque chose en non-verbal par rapport aux auteurs qui va faire qu'ils vont s'engouffrer dans les personnes plus fragiles, effectivement. Ouvre-moi, Tom. Je te suis, on s'habille, après on y va. Allez, Tom. J'ai l'impression que les sourds sont une population plus vulnérable. Sans doute encore davantage quand ils sont mineurs. Mais en France, les statistiques font défaut.
Aux États-Unis, une étude a été menée en 1993. Elle indique que chez les sourds placés en institution, en école spécialisée, 50% des filles et 54% des garçons auraient été abusés sexuellement. L'homme que je vais rencontrer, qui va témoigner, a lui aussi été victime pendant son enfance. C'est courageux d'accepter de témoigner. Je te remercie. Est-ce que tu pourrais me raconter ce qui t'est arrivé ? J'oublierai jamais, c'était en juillet, en Allemagne. J'étais en colonie avec d'autres sourds. J'avais 9 ans. C'était un camp, on installait les tentes. J'avais choisi la mienne. On avait planté les piquets, tout était prêt. Et tout ça, c'est parti de pas grand-chose, d'un mal de ventre. L'éducateur a vu que j'avais mal au ventre, il est venu me soigner. Et puis la nuit venue, quand on allait tous se coucher, on était 2 par tente. Il est venu me dire « Non, tu vas pas dormir avec ton copain. Il faut que tu dormes dans ma tente pour que je puisse m'assurer que tu vas bien. » On était déçus avec mon copain, mais bon, c'était que pour une nuit. J'ai accepté. Et c'est sous cette tente que tout a commencé. Voilà. Quand il t'a touché, qu'est-ce que t'as ressenti ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a menacé, mais avec un visage très doux. Il était fort pour ça. Son visage était très expressif. Il était gentil et méchant à la fois. Face à ça, je savais plus trop où j'en étais. Et après que ça se soit passé, je me suis dit que ça devait pas être grave, que c'était normal, que j'étais pas le seul, que tout le monde devait vivre ça. Ça a duré combien de temps ? Ça s'est reproduit ? De mes 9 ans jusqu'à mes 12 ans. Bien sûr, au début, c'était de temps en temps. Et c'est devenu de pire en pire. Ça s'est intensifié. Il faut savoir que lui était éducateur dans mon internat. Le dortoir était mixte, filles et garçons. Et cet éducateur avait sa chambre à côté du dortoir pour pouvoir nous surveiller. Il était de permanence, mais pas toutes les nuits. Je me rappelle très bien, il était là le mardi et le jeudi. Ça, c'est gravé dans ma mémoire. C'était toujours assez tard. Je me rappelle très bien. Ça aussi, c'est gravé en moi. Entre 22h et minuit. Moi, je dormais déjà. Il venait vers moi, il me réveillait en me tapant sur l'épaule, et il me disait « Viens ». J'étais bien forcé de le suivre dans sa chambre. Pendant 3 ans, 2 fois par semaine, il m'a violé. Il m'a fait la totale. Et puis aussi pendant les vacances, en colonie. En tout, combien de fois ? Et cet éducateur, c'était un très bon ami de mes parents. En plus ? Eh oui. Et comment tu as réussi à mettre fin à tout ça ? C'était un lundi matin. Je me réveillais tôt parce que mon école était loin. J'avais 1 heure de transport. Je devais prendre le train pour y aller. Ma mère m'accompagnait en voiture jusqu'à la gare. On était en voiture. Il faisait encore nuit. Je regardais le paysage défiler. Et puis je demande à ma mère, parce que ma mère, elle écoutait toujours la radio en voiture. Et j'étais toujours curieux de savoir ce qu'elle écoutait. Alors je lui dis, « Maman, ça parle de quoi ? » ?»« D'une maladie. »« Ah, d'une maladie ? Laquelle ? » ?»« D'une maladie grave. Le sida. »« Le sida ? C'est quoi ? » Je connaissais pas à l'époque. Bah, c'est contagieux, très dangereux, ça se transmet sexuellement et on peut en mourir. Ah, d'accord. C'est qui les personnes qui ont ça ? C'est surtout les homosexuels. Homosexuels ? Ça veut dire quoi ? Bah, c'est 2 hommes qui font l'amour, qui ont une relation sexuelle. Et là, j'ai eu une bouffée de chaleur. Ma mère l'a vu. Qu'est-ce que t'as ? Rien. Je suis resté figé, à regarder devant moi. Ma mère a bien senti que j'étais bizarre, elle me connaît bien. J'avais froid, des frissons dans tout le corps. Arrivé à la gare, je suis monté dans le train, parce que j'y allais tout seul en train, et ma mère était de l'autre côté de la vitre. On se regardait, elle m'a dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» J'arrivais pas à répondre, j'étais bloqué. Et le train est parti.
Et puis l'éducateur, il était toujours là. Ce salaud, il était là. J'ai essayé de le fuir. Je me suis dit, mais comment je vais faire jusqu'à vendredi? Et enfin, la semaine s'est terminée. L'école était finie, ouais. Malheureusement, c'est l'éducateur qui m'a raccompagné chez moi. 2 heures dans la voiture à être mal à l'aise, à sentir son regard. Il me disait, mais qu'est-ce que tu as? Dès que je suis arrivé chez moi, je suis monté en courant dans ma chambre. Et j'ai coincé ma porte avec des meubles. J'avais tout bloqué. Tes parents étaient là? Oui, ils étaient là, bien sûr. Ils l'ont invité à prendre un apéritif. Ils ont bavardé tous les 3. Je trouvais ça long, interminable. Jusqu'à ce que ça tambourine à ma porte. J'étais parano. Je pensais que c'était lui. J'ai entrouvert, et en fait, c'était mon père. Mais qu'est-ce que t'as? Il est parti? Il est parti? Oui, qu'est-ce qui se passe? Il était effectivement parti. Alors je suis descendu et j'ai commencé à parler. Mon père a dit « Quoi ?» Il préparait la carabine. Mais l'autre était déjà parti. Ma mère a dit « Attends, arrête, tu vas pas lui tirer dessus !» Et j'ai tout raconté. Le soir même, ma mère a appelé notre médecin de famille pour qu'il fasse un rapport. Et qu'on le remette à la police. Et la police est venue chez moi. Pas chez lui, hein, chez moi. Mes parents étaient présents, mais la police leur a demandé de ne pas assister à l'interrogatoire. Je me suis retrouvé en face de quelqu'un qui m'a posé des questions. Moi, j'étais un enfant, j'étais perdu, seul, paumé. Est-ce que c'était normal? Il aurait fallu que j'aie de l'aide, quelqu'un vers qui me tourner. Qu'il y ait un interprète, une interface de communication, peu importe. J'ai rien eu de tout ça. Et ça a continué comme ça. Je comprenais pas ce qu'on me disait, ça allait de malentendu en malentendu. Et bien sûr, le rapport qui a été transmis au tribunal était merdique. La justice, oui, a reconnu que j'avais été victime. Résultat, il a été condamné à une peine de prison courte. Il a pris 5 ans, dont 3 ans ferme. Et 75 000 francs de dommages et intérêts. Mais cet homme est sorti très tôt. Au bout d'1 an et demi. Pour bonne conduite. Hop, il est sorti comme ça. Et la deuxième chose, c'est qu'il m'a jamais payé jusqu'à aujourd'hui. Jamais. Et encore aujourd'hui, j'ai plein de questions dans ma tête. Beaucoup de pourquoi. Et ces questions, il faut que je m'en libère. Que je mette le mot fin sur cette histoire. J'ai pas fait le deuil encore. C'est toujours là, j'ai le ventre noué. Je fais encore régulièrement des cauchemars. 1 à 2 fois par semaine, je me réveille la nuit. Depuis 30 ans, tu trouves ça normal? Et dans tes cauchemars, c'est lui que tu vois? Bien sûr. Bien sûr, c'est lui, oui. Oui, c'est normal? Non. Il faut que je guérisse. Parce que ça tourne dans ma tête. C'est comme si cet homme m'avait violé hier, alors que c'est arrivé il y a plus de 30 ans. C'est fou. C'est très compliqué pour un mineur de déposer plainte. Déjà, faut-il que le mineur réalise que ce qu'il vit est de la violence sexuelle, que c'est quelque chose de grave, de condamnable. Donc, il va falloir que des adultes aident à accompagner les enfants dans les plaintes. Et aujourd'hui, en termes de prévention, on a fait des progrès? C'est suffisant à votre avis? Alors en termes de prévention, en France, on n'est pas assez actif. Et ce que prône l'association Stop aux violences sexuelles, c'est avant tout, faisons en sorte que ça n'arrive pas. Nous passons des messages à chaque âge, avec, selon une stratégie vaccinale, qui est de répéter les messages, mais d'apporter un message adapté à chaque âge, parce qu'il n'est pas question de faire peur aux enfants. Il est surtout question de leur apprendre à se protéger. Est-ce qu'à l'intérieur de moi, ça fait oui ou ça fait non? Et ça, c'est accessible à toute personne. Un récent rapport du ministère de l'Intérieur indique que pour l'année 2017, les plaintes pour violences sexuelles ont augmenté de 12%. Ceci coïncide avec l'apparition des phénomènes #MeToo et #BalanceTonPort. Preuve qu'en parler
Mettre des mots sur ce qu'ont vécu ces femmes et ces hommes produit des effets et des actions concrètes. Espérons que ce mouvement se poursuive sur le long terme.